Déjà. Donc merci d'être aussi nombreux sur cette table ronde, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et bonjour à ceux qui nous suivent en live, puisque la table ronde est retransmise en direct. Donc on est ici pour parler de normes de genre dans 4 grandes sagas de fantasy. Et donc j'ai à côté de moi Adeline, qui représente l'association La Pierre de Thiel, dédiée à l'œuvre de Robert Jordan et Brandon Sanderson, La Roue du Temps. Marjolaine, qui représente la Gazette du Sorcier, œuvre dédiée à Harry Potter, association dédiée à Harry Potter. Je fais partie de l'association, j'ai réussi à me tromper, voilà, ça commence bien. Nymphadora, qui représente la garde de nuit, association dédiée à l'œuvre de George Martin, plus précisément Le Trône de Fer. Et enfin Antoine, qui représente Tolkien Deal, donc association consacrée à toute l'œuvre de Tolkien. Donc pour commencer, on voulait redonner un peu de contexte sur toutes ces 4 œuvres dont on va parler. Donc on a 5 auteurs, 4 auteurs, une autrice, qui sont tous blancs. On a 2 Britanniques, 3 Américains. On a Tolkien, qui était né déjà en 1892. On a une œuvre qui est publiée à partir de 1937. Avec le Hobbit. Ensuite, on passe à Jordan et Martin, qui sont tous les deux nés en 1948, avec des œuvres qui commencent en 90 pour Jordan et 96 pour Martin. Et enfin, Rowling, qui est né en 65, et dont l'œuvre a été publiée entre 97 et 2007. Et Brandon Sanderson, qui a terminé l'écriture de La Roue du Temps, né en 75. Donc on a aussi quand même des écarts générationnels qui ont leur importance en fait quand on parle de normes de genre et de comment on les traite en tant qu'auteur. On a donc 2 de ces auteurs qui sont aujourd'hui décédés. Et parmi ceux qui nous restent, on a une autrice notable, particulièrement problématique, ouvertement transphobe, qui a, oui c'est dit, hein, si vous n'êtes pas content, on peut partir. Donc tout ça, ça a un impact énorme sur la façon dont ces œuvres aussi sont reçues, sachant qu'on est, alors à part peut-être pour le Trône de Fer sur une œuvre qui est encore en cours de publication, techniquement, mais on est sur des œuvres qui sont terminées depuis un certain temps. Donc ce que je voulais vous demander en fait pour commencer, c'est compte tenu de ce contexte, qu'est-ce que ces œuvres nous disent des propres perceptions de genre de leurs auteurs et autrices, et en quoi ça contraste ou en quoi ça s'intègre complètement dans les perceptions de genre de l'époque, dans la politique et sociale de l'époque dans laquelle elles ont été écrites. Si Mika, tu veux commencer, si on fait dans l'ordre chronologique. Oui, du coup je commence avec Tolkien. Alors lui c'est marrant parce que sa perception du genre n'est pas représentée dans son œuvre. Autant alors, je parlais du Seigneur des Anneaux et du Hobbit pour plus de développement, on essaiera d'avoir un peu de temps, mais le Seigneur des Anneaux et le Hobbit sont marqués quand même par une absence et des rôles subalternes pour les personnages féminins, des rôles masculins très présents et très forts, mais en fait Tolkien en lui-même dans sa propre vie, il est marqué par déjà le rôle de sa mère Mabel qui l'élève vu que son père disparaît très jeune. Mabel mourra aussi et ça le marquera à vie. Sa romance avec Edith Bratt qui est fondamentale dans son récit, notamment sur l'histoire de Beren et Luthien, et le fait que c'était le premier professeur à Oxford à ouvrir ses cours à des jeunes femmes. Oxford, c'est une institution anglaise extrêmement sexiste, extrêmement misogyne, jusqu'à ce que certains professeurs, notamment du temps de Tolkien, commencent à ouvrir leurs cours à des jeunes filles étudiantes. Donc, est-ce que le Seigneur des Anneaux est représentatif de la vision de Tolkien ? Je ne pense pas. Par contre, il montre vraiment une présentation assez binaire. Les femmes sont cantonnées à des rôles subalternes, les hommes sont cantonnés à des rôles dominants, à des rôles de guerriers, à des rôles de dirigeants. On a quelques exceptions, mais elles sont plus exceptions que la règle. Adeline, pour La Roue du Temps, si on continue dans la chronologie. Oui, merci beaucoup. Alors pour La Roue du Temps, c'est assez particulier, je pourrais vous dire, parce qu'il y a aussi une certaine dualité par rapport à Jordan. Donc Jordan, comme tu l'as dit, il a écrit sa saga dans les années 90,
Et pour autant, en fait, les femmes sont très en avant dans cette saga, avec par exemple les Aes Sedai qui sont cette espèce d'ordre de sorcières. Il y a beaucoup aussi de personnages qui ont des rôles de reines, et même au sein d'un village, très souvent c'est le conseil des femmes qui a son mot à dire plus que les hommes. Mais malgré du coup l'importance des personnages féminins qui sont en nombre, il y a quand même une certaine binarité, quelque chose d'un peu plus conservateur, avec ces deux catégories de personnes, on va dire, qui ne se comprennent pas et qui ont chacun leur manière de percevoir les autres. On peut aussi voir qu'une femme chez Jordan peut plutôt être caractérisée par quelqu'un qui aime les jolis vêtements, ce genre de choses, alors qu'un homme, en effet, a aussi ce côté guerrier, même s'il y a des exceptions avec les Aiel, les promises de la lance. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que dans la vie de Jordan, qui a fait la guerre du Vietnam pendant 2 ans, de 68 à 70, il a eu un événement assez traumatisant. En fait, lui, il n'a jamais vraiment vu de femme au combat. C'était pas vraiment l'époque pour ça. Et il a tué une femme au combat, ça l'a vraiment traumatisé. C'est bien que ça s'est retranscrit dans son œuvre. Ses personnages principaux se refusent à tuer une femme, ou quand c'est le cas, s'en rendent un peu malades. Nympha ? Alors, côté Trône de Fer, en fait, on a toute une galerie de personnages, féminins et masculins. Pour le coup, on est assez mixte, avec des personnalités très fortes et très diverses. Et c'est une phrase célèbre de Martine à qui on a demandé un jour, mais comment ça se fait que vous écriviez aussi bien des personnages féminins? Et il a répondu, écoutez, vous savez quoi, en fait je considère que les femmes sont des personnes. Et c'est un peu ça la vision de Martine, c'est que Martine, lui, il aime écrire le cœur en conflit avec lui-même, et il va introduire un conflit interne à chacun de ses personnages, homme, femme. C'est pas forcément un sujet en tant que tel. Les personnages féminins auront certaines un conflit lié à leur genre. Typiquement, on peut penser à Arya, dont l'un des conflits, c'est qu'elle ne veut pas finir dans un rôle genré très normé. Mais on peut penser à Sansa en miroir, qui, elle, est un personnage féminin très féminin, justement, qui, elle, suit ces normes de genre. Et l'une comme l'autre sont des personnages extrêmement positifs, et l'une comme l'autre s'alimentent. Et en fait, cette diversité de personnages féminins et de personnages masculins, et le regard que tous ces personnages se portent en eux-mêmes, permet d'avoir une vision extrêmement large, et donc très intéressante, en tout cas à mon humble avis de fan. Après, il faut aussi modérer certaines choses, c'est-à-dire que Martine reste un homme blanc pas forcément très jeune, hein, et il a aussi une vision qui est parfois empreinte de ce qu'on appelle le male gaze. La façon dont il décrit les corps féminins peut parfois questionner. La façon dont il utilise le viol comme un instrument narratif extrêmement fréquent questionne aussi beaucoup. La façon dont la série, ensuite, on en rediscutera dans le table ronde, mais la façon dont ça a été en plus mis en scène dans la série a en plus exacerbé les réactions face à cela. Mais donc, ce n'est pas parce qu'il a des personnages extrêmement divers, Brienne, Catelyn, Cersei, on a des personnages, une multitude de personnages féminins ultra forts, même faibles et forts par leur faiblesse, et c'est ça qui est très 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 chouette, mais jamais totalement exemple d'écho non plus. Et Marjolaine, du coup, pour Harry Potter? Alors, donc, Harry Potter, pour remettre dans son contexte d'une littérature jeunesse de la fin des années 90, il y avait quand même une volonté de la part de Rowling d'avoir... elle se défendait comme féministe à la base, et dans son œuvre, ça se traduit par des personnages féminins assez forts. On pense à Hermione, et pourquoi Hermione est importante dans les représentations féminines dans la jeunesse, dans la littérature jeunesse et dans la fantasy en général, parce que c'est effectivement, elle incarne un personnage féminin qui ne rentre pas dans les archétypes girly que voulait un peu bousculer
Rowling, et surtout ça a revalorisé la jeune fille, la femme intelligente, brillante et portée sur les livres, portée sur l'éducation, qui jusque-là était un peu un archétype nerdy, pas très attirant, et certainement pas une héroïne. Donc, ah oui, parce que vous savez tous que Hermione est la vraie héroïne de l'histoire dans Harry Potter. Bon, malgré tout, le personnage principal, c'est quand même un garçon, Harry, qui, pour parler aussi des représentations des personnages masculins, on a quand même, d'un certain point de vue, même si Harry, ça reste un Gryffondor qui va récupérer une épée, qui va se battre, c'est quand même pas non plus un archétype de masculinité toxique. On est quand même dans une valorisation dans cette saga de masculinité plutôt équilibrée. On n'a pas trop de valorisation de la violence, même s'il y a pas mal de problèmes qui se règlent avec des duels de baguettes et de ce genre de choses. Mais on a quand même, voilà, on a ça déjà dans les personnages, et aussi dans le monde magique, une idée que même si le monde magique a ses propres soucis de discrimination, de préjugés, il y a une volonté de Rowling de nous faire penser, en tout cas, que le monde magique a dépassé d'autres inégalités qu'on a dans le monde moldu, et notamment le monde magique aurait déjà brisé le plafond de verre pour les femmes d'accéder à des postes, à des hauts postes de responsabilité politique. On a dans le lore le fait qu'il y a déjà eu des femmes ministres de la magie bien avant que ça ait été le cas chez les Moldus. Pour parler rapidement des animaux fantastiques, même si on en parlera plus à la fin, on a dans les années 20 une femme noire présidente du Makusa. Donc il y a quand même cette idée que les femmes, on ne considère pas, les sorciers ne considèrent pas que parce qu'on est une femme, on ne peut pas accéder à des hauts postes de responsabilité. McGonagall deviendra directrice de Poudlard à la fin de la saga. Donc on en est à ce point-là dans la saga. Néanmoins, on parlait de ce contexte de féminisme des années 90. Ça se traduit par, je parlais d'Hermione, et le revers de la médaille, c'est que les filles girly, les filles qui correspondent à cet archétype de se préoccuper qui ont envie de se faire belles, qui papotent entre elles, et c'est pas très bien vu dans le regard de Rowling et dans le regard des personnages, du coup, des personnages comme Laverne Brown, etc. Voilà, donc on a un rabaissement pour le coup d'un certain type de féminité. C'est le revers de la médaille. Alors on est face à 4 œuvres dont la publication s'est étalée sur 10, 15, 20 ans. Même pour Tolkien, on pourrait presque dire que c'est complètement, c'est presque encore en cours. Il y a plein de choses qui ont pas été aussi traduites, remises en forme. Et donc je me demandais, quand on a une publication qui s'étale sur une aussi longue période, est-ce qu'on peut voir une évolution entre un premier tome et un tome 5, 6, etc., 10 ans après la publication du premier tome? Est-ce qu'on voit que les perceptions de l'auteur, peut-être les conceptions ont évolué? Et peut-être plus précisément sur la roue du temps, quand on a un auteur qui a 30 ans de moins, qui reprend une œuvre, comment sa propre perception, comment son propre bagage va modifier, altérer cette perception des normes de genre? Vas-y, tu veux enchaîner. C'est vrai, quand on a préparé tout à l'heure, on avait acté que j'avais rien à dire là-dessus, parce que pas vraiment chez Rowling. Maintenant que j'y pense, en fait, sur l'idée que je viens de finir, sur la présentation de la femme qui correspond un peu plus à qui est jolie, se fait belle, je pense à Fleur de la Cour, où mine de rien, c'est un exemple d'évolution quand même du regard des personnages, du coup peut-être du regard de Rowling, j'en suis pas sûre, mais sur ce type de féminité assumée qui devient plus positive avec Fleur qui commence voilà, c'est la demi-vélane, tout le monde en pamoison devant elle, mais du coup il y a un espèce de... on ne sait pas trop comment la percevoir, c'est pas super positif en fait la manière dont on voit Fleur à travers les regards des autres.
qui finalement est quand même un personnage qui certes est très secondaire, mais qui est dans la résistance, qui a son rôle et qui a dépassé le côté façade aussi en choisissant de rester avec Bill, etc. C'est mon seul exemple, sinon malgré une temporalité qui n'est pas non plus énorme hein, entre 97 et 2007, il n'y a pas, j'ai pas de perception de grande différence, mais peut-être que le public me contredira au moment des questions. Non. Pardon. En fait, contrairement aux trois sagas, l'œuvre de Tolkien se résume sur la Terre du Milieu, le conte de la Terre du Milieu, à 2 livres. C'est le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. C'est le travail de Christopher par la suite qui publiera le Silmarillion et qui permet d'avoir accès à littéralement tout ce que Tolkien voulait présenter avant, qui nous permet en fait de dire il y a des changements, mais pas tant. Parce que en fait, dans le Seigneur des Anneaux, les femmes sont très peu visibles, elles sont importantes, mais peu visibles. On pense à Arwen, on pense à Galadriel, qui est littéralement la personne la plus puissante de la Terre du Milieu à ce moment-là. On pense à Lobelia Pessac d'Escarcelle, qui est décrite comme une peste et une voleuse et une mauvaise cousine au départ, et qui finit dans la résistance, à combattre Saruman, etc. Donc les personnages, ils ont leur évolution intrinsèque, les personnages féminins un peu moins. Par contre, quand on passe dans le Silmarillion, là ça change beaucoup. Parce que si c'est quand même des personnages protagonistes masculins qui ont une plus grande agentivité, il y a plus d'exemples de personnages masculins qui ont de l'agentivité chez Tolkien au premier âge. Je rappelle que le personnage le plus important de l'histoire de Tolkien, c'est une femme, c'est Lucienne, qui certes est réduite au début un peu à la réponse de la Terre du Milieu, qui danse, qui chante. C'est la seule personne qui est allée devant le grand ennemi du monde, qui lui a dit « Tu as perdu », et le grand ennemi du monde a perdu. Il a perdu un Silmaril, il n'a pas été vaincu par la force, il a été vaincu par l'illusion et la magie, mais c'est Lucienne qui le fait. Il y a il y a des personnages féminins extrêmement marquants, notamment de mère au foyer. On pense à Morwen, la mère de Húrin, la mère de Túrin, pardon, et la femme de Húrin dans les enfants de Húrin, qui est un modèle de femme pas froide mais forte et froide à cause de la guerre, qui est marquée en fait par les épreuves de la guerre, et qui en fait montre que, ok, le Hobbit, pas de femmes. Le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, 3 femmes, mais très peu présentes, ou en tout cas dans pas de page. Le Silmarillion, on passe sur une autre gamme. Hein. Enfin, les femmes sont très archétypées, il n'y a pas de profondeur, hein, mais par contre, elles ont une puissance fondamentale qui est au-delà de toute norme, en réalité. Aileen ? Du coup, oui, en effet, on a 2 auteurs, c'est un peu particulier pour Jordan et Sanderson. Alors moi je dirais que pour Jordan, la norme de progression, elle est pas, je la remarque pas tant, c'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de peuples et une vision très différente selon les peuples. Du coup c'est de là que vient la différence. Les héros vont d'abord sortir de leur petite bourgade, ils disent bon voilà c'est très binaire, il y a le conseil des femmes, les hommes, et il faut... les femmes ont leur rôle, les hommes ont les leurs, ils vont à la chasse, c'est assez classique. Et par la suite, on découvre des peuples totalement différents, où par exemple, on peut penser aux aïeuls qui ont des promises de la lance. On peut penser déjà rien qu'à Andorre, parce que c'est un peu particulier, de Rivière est un peu à part du monde, mais on a ce côté féminin qui reprend le pouvoir. Et attendez. Non, je voulais dire aussi voilà, qu'il y avait aussi ce côté où, très guerrier parfois, dans certaines ajas de la tour blanche, l'aja verte principalement, et également chez les Sean Shan. Bon, Shan, tout le monde prononce différemment, ne vous inquiétez pas. Où en fait c'est qui sont l'armée, qui ont une armée composée de femmes par... c'est compliqué à expliquer. Non, comment dire, les Sean Shan, c'est des esclavagistes qui utilisent des potentiels Aes Sedai en tant qu'armes. Voilà.
Et donc il faut une femme pour contrôler la dite femme. Donc c'est un corps d'armée très important, même si l'esclavage, c'est pas très bien. Voilà. Mais sinon, ça reste quand même, voilà, comme je disais tout à l'heure, très binaire. Quelque chose qui a été quand même assez gommé par Sanderson quand il a repris La Roue du Temps, mais il l'a laissé quand même parce que ça fait partie de la saga, mine de rien. Mais il a fait en sorte qu'on n'en parle pas tout le temps. Que ce soit évoqué de temps en temps, certes, et qu'on comprenne qu'il y ait cette différence un peu sociologique en fait, mais qu'on se concentre aussi sur l'histoire. Et à part ça, dans ça, on voit que du coup, il y a 2 personnages qu'on peut évoquer pour ça. Donc, il y a un personnage peut-être qu'il a eu un peu plus de mal à écrire lors de sa reprise dans le tome 12, Matt, mais par la suite, il a réussi à se le réapproprier. Et par contre, il y a le personnage d'Egwene. Alors, je ne spoilerai personne ici, mais Egwene qui débute comme une simple jeune fille dans un village, une aspirante sage-dame, donc qui est un peu la rebouteuse du village en quelque sorte, a une très grande progression. Et elle, chez Sanderson, en fait, elle acquiert une sorte de sagesse et de maturité qui ne font qu'amplifier son personnage. J'ai une question du coup. Est-ce que, comme tu disais, ça commence, parce que moi j'en suis à la moitié à peu près, à la peine. Mais est-ce que. Tomes, pour ceux qui savent. Voilà, 14 tomes, oui. Sans spoiler, est-ce que finalement, à la fin, les hommes et les femmes réussissent à se comprendre? Parce que c'est un peu le problème de cette saga. Alors, c'est l'un des grands. Comment dire les hommes et les femmes, c'est un peu un running gag de La Roue du Temps, c'est qu'ils se comprennent pas. Et tout le monde pense que. Tous les hommes pensent que leur camarade comprend les femmes, mais ça ne marche pas comme ça. Donc je pense pas. Je pense pas que Sanderson ait changé quelque chose comme ça. Hein. On peut pas parler du Cosmere ici parce que c'est quelque chose de beaucoup trop grand. Mais dans le Cosmere, il n'y a pas du tout ce genre de questions. Je pense qu'il a quand même voulu le garder un minimum parce que ça fait partie quand même du cœur de la Roue du Temps et que ça en devient presque un peu comique. Et du coup, côté Trône de Fer, alors si on regarde l'évolution des personnages en eux-mêmes, alors je ne saurais pas vous dire s'il y a vraiment une évolution du regard de Martine, mais il y a une évolution des personnages en eux-mêmes, parce que tout simplement ce sont beaucoup de personnages enfants et qui grandissent. Là où c'est plus compliqué à dire, c'est qu'on n'a pas la fin des parcours de ces personnages, et Martine, il adore déconstruire les parcours. On va partir d'une petite fille badass qui veut pas devenir une lady, mais qui veut être une chevalière. Et finalement, là où on en est, elle est plutôt dans un parcours de noirceur et c'est plus ou moins une sociopathe quand même. Voilà, par exemple. Donc en fait, on a plein de personnages qui évoluent. Jon Snow, aux dernières nouvelles, il est mort. Bon, voilà, on peut parler d'une évolution aussi. On ne sait pas s'il revient ou pas. Ça fait un moment quand même. Ça fait quand même un moment, ça fait 14 ans qu'il est mort. Il y a prescription. Donc les personnages évoluent. Le regard de Martine sur ces personnages, je pense qu'il y en a une grande partie qui était déjà qui était en tout cas dans son ADN, parce que c'est des personnages qui grandissent. En revanche, Martine, en 2015, il a sorti Feu et Sang. Feu et Sang, c'est donc un recueil écrit par les maîtres sur l'histoire des Targaryens. Et quand on lit Feu et Sang, c'est là qu'on se rend compte que quand même, Martine, entre 96 et 2015, très clairement, il a pris conscience de beaucoup de choses, beaucoup de faits de société. Les personnages féminins les personnages féminins forts et de pouvoir ne sont plus écrits de la même manière. On peut penser par exemple à la reine Alicent, qui va avoir une aura dans Feu et Sang qui est incroyable. C'est quand même son mari qui est le roi, mais elle a un pouvoir sur son mari qui est hyper intéressant à analyser. Elle va aussi prendre des mesures féministes fortes. Et ça, c'est très très clairement une façon qu'a eu Martine d'évoluer avec la société. On peut aussi penser notamment à des histoires de sexualité, parce que là, pour le coup, dans Feu et Sang, on verra beaucoup de couples, notamment lesbiens. Autant les couples lesbiens dans la saga principale,
on a justement ce male gaze très fort quand on voit ces relations. Autant on a des relations hyper douces dans Feu et Sang qui contrebalancent et qui montrent que Martin, sur la question, il évolue. Et c'est super tendre. C'est super, et c'est vraiment pour Martin, c'est un vieux monsieur, et donc c'est vraiment beau de voir que même en 2015, il est capable de se remettre en question, et c'est vraiment tout à son honneur, donc voilà, c'est bravo à lui, quoi. On aimerait que d'autres en soient capables. Pour s'éloigner un peu des autoristes et aller côté fandom, les fans ont souvent se sont réappropriés les univers, les œuvres, les personnages, les intrigues, que ce soit sous forme de fanfiction, de fanfilm, de cosplay, de jeux de rôle, de fanart. Comment justement en fait ces normes de genre un peu dont on a discuté, comment elles ont été retournées dans les créations de fans dérivées de ces 4 univers, comment elles ont été questionnées, qu'est-ce qu'elles disent aussi du regard qu'on a sur nos propres univers. Nympha, si tu veux continuer. Alors déjà, la garde de nuit, donc ordre masculin où il n'y a pas de femme, est aujourd'hui dirigée par une lady commandante. Voilà comment les fans s'en sont réappropriés. Et non, mais au-delà de la blague, effectivement, les fans, surtout, en tout cas côté Trône de Fer, donc on n'a pas, Martin a explicitement dit qu'il était contre la fanfiction, donc tout ce qui est fanfiction, on n'en parle pas forcément, mais par contre, la chose qu'on fait, c'est que nous, on fait énormément de médiation et on discute beaucoup. Et on discute aussi de nos propres stéréotypes qu'on peut véhiculer. Notamment, on a des discussions sans fin autour du personnage de Sansa. Sansa, elle a été haïe, vraiment. Et les discussions qu'on peut avoir en tant que fan, c'est aussi de rappeler aux gens leur misogynie intégrée, le fait que leur réaction exacerbée vis-à-vis des erreurs de Sansa, ils ne les ont pas forcément vis-à-vis des personnages masculins qui font pourtant des énormes erreurs également, mais sauf que eux, on les pardonne. On ne pardonnera pas à une Catelyn, on ne pardonnera pas à une Cersei. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on questionne et c'est des choses qu'on discute énormément. On va aussi évidemment prendre du recul sur la saga parce que on est fan, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser les questions, voilà, de se dire cette relation, la façon dont Daenerys dans le premier tome évolue et globalement apprivoise un sauvage par le sexe, c'est un énorme trope très dérangeant, ça a très mal vieilli. C'est pas un gros mot de le dire. Et voilà. Et donc c'est des choses qu'on discute énormément. Donc nous, en tout cas, côté garde de nuit, je pense que c'est la façon la plus importante qu'on a de se réapproprier ça par la discussion. Et après, on peut penser de façon plus anecdotique. Effectivement, on a des GN la proportion de chevalières en GN est nettement plus élevée qu'on pourra avoir dans un univers, dans l'univers de Martin en lui-même. On fait du cross-gender parce que voilà, c'est cool, quoi. Mais voilà. Mais pour moi, c'est vraiment plus la façon dont on va discuter de l'œuvre qui est essentielle. Côté pierre de tir, du coup. Du coup, pour la pierre de tir, alors il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de fanfiction sur Archive of Your Own et qui se simplifie beaucoup. Je crois que je suis pas sûre que le nom du site a été bien. Archive of Your Own, AO3. Site de fanfiction. Site de fanfiction très connu. Il y en a beaucoup qui gomme, voire élimine cette différence, cette binarité entre les deux, entre les hommes et les femmes, parce que c'est plus vraiment d'époque. Et il y a aussi cette importance, ce questionnement aussi sur certaines choses. Donc par exemple, on sait que les Aes Sedai prennent des champions, donc c'est comme un garde du corps, si vous voulez, qui protège son Aes Sedai, sa sorcière, pendant qu'elle fait ses tissages, ses incantations. Et les champions sont exclusivement des hommes. Mais certaines fanfictions se posent la question, mais qu'est-ce que ça ferait ? Pourquoi exclusivement des hommes ? Et sans dire qui, il y a au moins une championne dans La Roue du Temps, mais ça reste une minorité. Et je pense aussi que ça permet aussi de poser des modèles féminins qui soient plus modernes, dans le sens où des femmes qui soient entre guillemets différentes.
Donc je pense à Mine par exemple, Mine qui est un peu un garçon manqué, on pourrait appeler ça, voilà, cheveux courts, porte des pantalons, tout le monde lui fait remarquer. Pendant une petite partie de la saga, elle est vraiment vue comme le garçon manqué, et elle finit par devenir, par tomber amoureuse, et là elle se girlifie dans la saga, sauf que c'est quelque chose d'assez assez vieillissant à mon goût, ce genre changer pour un homme du tout au tout. Presque du make-over de films romantiques pour ados des années 90. Ça, quand même. Exactement, quand tu vois Mine qui s'en fichait auparavant se dire « Ah mais peut-être qu'avec ce fard à paupières ou alors avec cette robe il me regarderait plus, ah mais qu'est-ce que je pense ?» Enfin, bon, on s'en fiche. Mais sinon, il faut savoir que dans notre communauté, on est au courant hein, de tout ça et on en rigole beaucoup. Il y a beaucoup de mèmes qui circulent sur internet, que ce soit francophone ou non, donc je pense qu'on peut la faire passer. Voilà, par exemple sur ce qu'on disait pour les garçons tout à l'heure, qui n'arrivent pas à se comprendre et qui pensent qu'ils comprennent mieux les femmes que les autres, alors que personne ne comprend rien. C'est aussi quelque chose qui est très important, les fanfictions et la représentation en ligne en général, pour mettre en avant des normes en effet, comme je disais, plus modernes. Surtout en termes de romance par exemple, il y a un couple dans La Roue du Temps qui dans la saga en elle-même est considéré comme amis, et dans le préquel où on les appelle des copines d'oreiller, c'est quelque chose qui est un peu plus mis en avant dans les fanfictions, ce côté-là, ce côté un peu plus cuir. Et oui, d'ailleurs je tenais à le souligner parce que j'y ai repensé tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de podcasts et autres sur La Roue du Temps, dont un qui s'appelle Queer of Time. Voilà, donc c'est des choses qui font parler et qui sont mises en question tout le temps. Côté du fandom de Tolkien, comment on réinvente Alors déjà, j'allais revenir sur le propos d'Adeline parce que j'ai relu La Roue du Temps il n'y a pas longtemps, enfin en tout cas le tome 1, et vraiment c'est marquant à chaque chapitre. C'est chaque fois qu'un des trois garçons a une interaction avec un personnage féminin, il dit si l'autre il était là, il comprendrait vraiment mieux les femmes que moi. Alors, et il se dit ça pour chacun des trois. Donc c'est vraiment très drôle et je vous conseille, c'est un peu le running gag marrant, et après ça devient chiant, mais c'est marrant au début. Pour Tolkien. Alors, question publique, qui pense que Sam et Frodo sont ensemble ? Ok. Qui pense que Legolas et Gimli sont ensemble ? Pas mal. Alors, bon, chez Tolkien, je vous le dis tout de suite, hein, c'est non. L'homosexualité, ça n'existe pas dans le Seigneur des Anneaux. Pas qu'il soit homophobe, parce qu'au contraire, il a une très grande échange épistolaire avec ses fans, notamment avec des fans qui se revendiquent de la communauté queer des années 40-50 notamment, et qui se retrouvent dans le Seigneur des Anneaux et qui adorent. Mais la relation entre Frodo et Bilbo, bon, elle est crypto queer, enfin, c'est en effet, hein ? Oui, Frodo et Sam, pardon, excusez-moi, waouh, excusez-moi, je suis fatigué. Oui, ensuite, moi plus. Donc Frodo et Sam est quand même crypto queer et, enfin voilà, enfin, je rappelle, Sam. Plein d'idées de fanfic. Exactement. Sam finit sa vie en étant parti pour Valinor, en ayant retrouvé Frodo. Legolas part pour les terres immortelles, c'est le dernier elfe à franchir l'espace entre les terres immortelles et la terre du milieu. Il y a qui dans son bateau ? Il y a Gimli. Il attend, enfin Gimli a quoi, de 200 ans, il est vieux, grisonnant. Legolas est un elfe, il est toujours Legolas quoi. Mais ils sont ensemble. Il y a ce fabuleux passage de Legolas et Gimli, notamment au gouffre de Helm, où Gimli se plaint que les hommes du roi en fait sont vraiment des abrutis parce qu'ils appelaient ça un gouffre alors que c'est vraiment des grottes sublimes. Et Legolas lui dit bah écoute, moi je veux bien visiter ces cavernes dont tu réponds plein de merveilles avec toi, si en échange tu viens visiter Fangorn, donc la forêt de Sylvebarbe, Barbe-Bois maintenant, avec moi. Donc bon, excusez-moi, ça c'est une déclaration d'amour quand même, enfin une belle déclaration d'amour. Voilà, Sam il dit plusieurs fois je t'aime à Frodo dans le texte, mais bon, chez Tolkien c'est vraiment de l'amour fraternel, de combat,
C'est des frères d'armes et puis bon, Frodo c'est un peu le supérieur de Sam, même si ils ont grandi ensemble, ils ont appris la lecture ensemble avec Bilbo, même si bon, Sam ça reste le jardinier et Frodo ça reste le noble bourgeois qui sert à rien en fait. On parle pas le même social parce que ça ferait 3 heures. Oui, mais bon bref, Ça en aussi, gros, avec Peter Jackson, avec la dépiction de la relation, au fur et à mesure, les gens se sont mis à réinterpréter. Il y a une quantité de mèmes absolument abyssale sur ces deux relations-là. Après, bon, Tolkien est un vieil homme catholique, est un homme catholique de 50 ans blanc, ayant vécu en Afrique du Sud puis en Angleterre. Bon, voilà, en termes de normes de couple un peu différentes, il n'y aura pas. Mais ça laisse plus de place. Alors, malheureusement, un peu comme dans le cas Martine, nous, on a eu un gardien du temple qui a dit « Les changements, j'aime pas trop ». Et c'est Christopher Tolkien, qu'on remercie absolument pour tout le reste, mais bon, ça a un peu bloqué les gens. Et le fandom de Tolkien est beaucoup plus conservateur, en fait, que mes chers collègues, parce qu'on a du mal à accepter le changement. Et donc, du coup, il y a du gender swap, il y a plein de trucs, mais c'est moins... On a tendance à moins prendre le texte et à en avoir une lecture queer. Même si ça existe, mais moins, beaucoup moins. Côté Harry Potter, par contre, il y a pas mal de choses. Et oui, parce que Rowling a fait un choix qu'elle doit regretter énormément aujourd'hui, c'est qu'elle nous a donné les clés tout de suite. Là, pour le coup, c'est un peu l'opposé de Martine. Elle dit les fanfictions, allez-y. Mon œuvre, c'est ce qu'elle disait au début. C'est aussi la vôtre. Allez-y. Soyez créatifs. Elle était vraiment à fond pour soutenir ça, même à faire des prix du fandom sur son site officiel pour mettre en avant des initiatives de fans, etc. Donc ça a créé un fandom très créatif, très actif, Très libre. Et très libre dans la manière de s'approprier l'œuvre, de s'approprier les personnages et de créer autour de ça. Donc ça a été open bar pour absolument tout le panel de réinterprétation et de réappropriation dans tous les domaines, que ce soit la fanfiction, le fanart, etc. Pour pouvoir parler de la fanfiction et des normes de genre en particulier, on a absolument tous les scénarios possibles et imaginables qui existent. On a à la fois des choses très très fidèles à ce qu'il y a dans le texte, mais qui cherchent des interstices pour créer, interpréter ce qu'on ne sait pas sur certains personnages, pour justement les rendre un peu plus queer, parce qu'il n'y a pas de représentation queer dans Harry Potter. C'est pas dans le texte. S'il y en a, ça vient après, et même ce qui vient de Rowling, ça vient après. Donc le fait que Dumbledore soit gay, effectivement ça vient de Rowling, mais ce n'est pas dans le texte. Mais on n'a pas eu besoin que Rowling nous dise que Dumbledore est gay pour créer trouver dans d'autres interstices, d'autres interprétations, et aussi d'aller beaucoup plus loin. On a tous les scénarios possibles où Harry est une fille, et donc on change le genre d'Harry et on voit ce que ça donne. On a eu des personnages qui sont devenus trans dans les fanfictions depuis très longtemps en fait. Et dans les rôles aussi attribués à chacun, la moindre petite frustration de Ginny, elle est super, mais on a envie de lui donner encore plus de profondeur parce que ça reste quand même un peu frustrant dans les livres. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut dans le fandom pour ça. Luna, pareil. Donc, et pour les garçons aussi, pour tous les personnages masculins aussi, on a évidemment Sirius et Remus, mes petits chouchous. Mais on a vraiment tout. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand l'autrice fait son coming out trans? Son coming out transphobe, ça, en fait, c'était trop tard pour stopper tout ça. Et donc ça aussi, pour ça que ça a été un choc très très violent pour le fandom, parce que elle nous avait donné des clés et une œuvre avec des valeurs on était allé plus loin que ce qu'elle nous avait donné, mais où elle devient tout d'un coup la méchante de l'histoire, alors qu'on pensait qu'elle était de notre côté.
Donc ça a été très violent à vivre, mais ça a effectivement éloigné toute une partie du fandom, parce que voilà, ça peut aussi ça a aussi cet impact-là, parce que même si on la combat, même si on la dénonce, en faisant partie de la communauté de fans, en continuant à parler d'Harry Potter, indirectement, on continue aussi à donner un poids culturel à son œuvre et du coup à lui mettre des sous dans la poche. On peut pas non plus s'en cacher. Mais à côté de ça, la communauté est restée forte. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de pousser avec la Gazette, et à incarner et à encourager. C'est devenu politique, la réinterprétation d'Harry Potter, la réappropriation, et notamment sur toutes les thématiques autour du genre, des identités de genre fluides, trans et au-delà. C'est devenu ça existe depuis longtemps, mais c'est devenu maintenant quelque chose de politique dans la communauté. Petite question, est-ce que ces prix que tu disais pour la communauté, ils existent encore ou elle les a supprimés? Non, Elle les a ça supprimés existe depuis longtemps. Ok, d'accord. Le site n'existe plus depuis 2012. Ok. Et en fait, quand il y a eu un très gros conflit de fans avec le Lexicon en 2007, et depuis, en fait, les sites de fans, c'est plus trop ses copains. Et puis quand ces sites de fans disent qu'elle est transphobe, c'est plus trop ses copains non plus. Mais en fait, on avait déjà, avant même 2020, c'est la Turf Apocalypse, c'est devenu... il y avait déjà une crispation. Donc, Pottermore était une grosse crispation, Twitter était une grosse crispation. oui, en fait, c'est à partir du moment où on est arrivé sur Twitter, en fait, c'est ça. Twitter, cette lie de l'humanité. Terrible. Pour terminer, on voulait quand même parler un petit peu des adaptations, parce que on a 4 sagas littéraires, mais 4 sagas qui ont toutes eu droit à une, voire plusieurs adaptations, en film, en série, parfois à plusieurs versions différentes. On a 3 séries télé très récentes et une 4e qui arrive prochainement. Et donc, quand on arrive comme ça avec une série, une œuvre, une adaptation, 10, 15, 20 ans, 80 ans quasiment, peut-être après la publication. On se calme. Arrête de dire qu'on est vieux, c'est vrai, mais arrête. Après, qu'est-ce je t'ai beaucoup regardé. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend en matière de normes de genre là-dedans, sur quelles évolutions et qu'est-ce que vous avez, peut-être pour Harry Potter, qu'est-ce qu'on attend, et peut-être pour les autres, qu'est-ce qu'on a constaté et qu'est-ce qu'on peut espérer pour les futures saisons. Je sais plus qui commençait sur celui-là. C'est moi. Ah ouais, vraiment terrible. Oui, c'est toi. Ah bah super. Alors, bon, tout le monde a vu les 3 films, je pense, de Peter Jackson. Les 6 films, pardon, parce qu'on n'oublie jamais le Hobbit. On n'oublie pas le Hobbit. Il est pas si nul. Non, il est pas si nul. Il est pas si nul. Je suis désolé, il y a eu Donjons et Dragons 1 et 2, il est pas si nul. C'est pas le débat. Bref. Déjà, chez Jackson, une envie de mettre des personnages féminins en avant. Arwen n'est plus réduite à une tisseuse de bannières qu'on ne voit que 2 fois. Parce qu'on ne la voit que 2 fois dans le livre, on ne la voit qu'au début du tome 1. Enfin, la moitié du tome 1 et à la toute fin au Retour du Roi. Là, on la voit comme elle remplace l'elfe le plus badass de toute la Terre du Milieu, elle remplace Glorfindel. Elle vient à la rescousse de Frodo, elle sort l'épée d'Elrond à Dafang. Voilà, et Peter Jackson lui a donné une vraie présence. Et par contre, le personnage de Galadriel, c'est littéralement pompé du livre. Voilà, c'est Galadriel, c'est texto le même personnage dans les deux. Et même si Peter Jackson a fait beaucoup d'efforts de mise en scène pour la rendre très impressionnante, notamment. Dans le Hobbit, qui n'avait pas de personnage féminin au début, nous avons une elfe qui s'appelle Toriel, que beaucoup sous-estiment ou préféreraient oublier. J'entends des soupirs égacés par là-bas. Là. Et en fait, le personnage de Toriel était intéressant à l'origine. Pourquoi ? Parce que, en effet, on est en 2012-2015, a priori, enfin sur les 3 ans, il y a besoin d'une représentation féminine. C'est quand même le début, le gros temps de la revendication féminine d'être présente dans les œuvres, etc. Et c'est important, et c'est politique, et tout à fait valide. Donc il a fallu inventer un personnage féminin. On a choisi une elfe qui n'existe pas dans l'œuvre de Tolkien, un nom qui n'est pas adapté au peuple auquel Toriel vient, mais on invente un personnage de toute pièce.
Et moi, je trouve le personnage de Toriel très réussi. Jusqu'à ce que l'actrice avait dit, je ne viens pas s'il y a ça, mais la prod a dit, tu vas rien dire en fait. Un triangle amoureux entre l'elfe avec Legolas, qui n'est même pas mentionné dans le texte, et Kili. Et en fait, le souci c'est que, alors, la romance entre Toriel et Kili a un sens. Oui, j'accélère. Elle a un sens parce que à l'origine, Aragorn c'est un hobbit. Voilà, Aragorn c'est un hobbit et il devait épouser quand même Arwen, la princesse des elfes. L'éditeur a dit, fais pas ça. Ensuite, c'est intéressant dans Ring of Power, autre série dont on aimerait oublier, ou pas. Ils ont décidé de prendre Galadriel en personnage principal et de la présenter sous le rôle d'une femme de guerre. Et ça, déjà, ça montre que ça change en fait. C'est pas un homme, c'est quelque chose de nouveau, de novateur, et du coup d'intéressant. La série est pas bonne, mais au moins c'est intéressant. On leur rend moins ça. Edwin, pour la Roue du Temps, peut-être? Oui, alors nous, on a eu une série chez Amazon Prime. On a eu c'est fini par le passé, mais depuis hier, on a appris l'annulation de la suite. Ça fait mal au cœur. Mais on a eu cette série de 2019-2020. Oh, excusez-moi. On vous a appris ça là comme ça? Désolée, je suis désolée. On fait soutien psychologique auprès des fans et venez sur les stands, on pleurera ensemble. J'en parle tout de suite. Mais oui, en fait, dans cette série qui a 3 saisons, on a d'ailleurs de très grands changements. Hein. Il faut savoir que de base, les Taveren, qui sont les élus de la Roue du Temps, auxquels tout tourne autour de ces élus, ils emportent l'histoire contre leur gré. De base, c'est les 3 garçons du départ, donc Matt, Rand, Perrin. Mais dans la série, on a rajouté Egwene et Nynaeve, qui ont du coup sont possiblement, c'est l'attente de la saison 1 et du coup du tome 1, le dragon réincarné qui peut amener soit la destruction, soit la création. Globalement, très, très globalement résumé. Sinon, allez voir ce qu'on fait pour tout comprendre. Et il y a aussi également cette manière d'introduire la série qui est faite par Maren Moyren, jouée par Rosamund Pike, parce que c'est elle qui fait le point lore du début de saison pour dire la roue tourne, le dragon va être retrouvé, etc., etc., ce qui n'est pas du tout présent dans les livres. Et de manière très générale, en fait, Maren est très au centre de l'histoire, là où c'est plutôt les 3 garçons qui sont normalement les héros de la roue du temps. Voilà. Et il y a aussi ce côté représentation dans notre série, où on va pas mâcher les mots entre guillemets. Les copines d'oreiller, c'est fini. Elles sont en couple, c'est bon, on sait. Elles ont leur petite cabane de l'amour et tout va bien. Et il y a aussi d'autres romances, en fait, là où normalement tout tourne autour d'un garçon ou autre. Là, on va donner beaucoup plus de force à des romances directement lesbiennes et toujours ce côté polyamour. Et voilà. C'est pour finir. Qu'on a beaucoup de temps. Alors du coup, côté Trône de Fer, donc on a eu Game of Thrones. It's not TV, it's HBO. Donc on a eu beaucoup de seins, beaucoup de nudité gratuite, et ça a été beaucoup reproché. Là, le viol a été un instrument scénaristique utilisé à outrance, bien plus que dans les livres, de manière vraiment exacerbée. Et notamment une scène qui a fait énormément parler lorsque ça a été diffusé, qui est le viol de Sansa Stark. Dans les livres, il y a effectivement un viol par Ramsay dans ce genre de circonstances, que ça n'a rien à voir en termes d'impact émotionnel, parce que c'est un personnage quaternaire qui subit le viol. Donc en fait là l'un des vrais problèmes, c'est que non seulement il y a viol, mais en plus on ne voit le viol qu'à travers les yeux d'un homme. La scène est intégralement filmée en regardant l'homme qui regarde ce viol, ce qui est déjà assez gênant. Dans les livres, ça ne l'est pas, parce qu'on suit effectivement le regard de l'homme sur la chose, parce que c'est le personnage point de vue, mais que la fille en question
on la connaît pas, quoi, globalement. Donc cet effet, ça change énormément de choses. Et ça a été très, très, très maladroit. Et surtout, ce qui a été encore plus maladroit, c'est qu'ensuite, le personnage de Sansa, on lui a fait dire « Ah, mais le viol, ça m'a rendue forte. » il faut plus jamais entendre ce genre de choses. Donc bref, ça c'est un exemple. C'est un exemple qui montre à quel point Game of Thrones avait des énormes soucis dans la façon dont elle représentait notamment la sexualité. House of the Dragon, qui est sorti récemment, a gommé un certain nombre de ces aspects. Le viol, on n'en voit pas vraiment, beaucoup moins. On a toujours de la violence, la nudité gratuite, on en a moins. En revanche, du coup, on sent aussi que la série ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est-à-dire que on a des personnages féminins très très forts, mais on a des personnages féminins pacifistes. Sauf que c'est des personnages féminins pacifistes qui ont été écrits pour être des guerrières et des personnages pleins de violence. Et en fait, la série a beaucoup de mal en saison 2 à faire le choix de la violence pour des femmes, ce qui pose aussi des grosses questions. Mais des questions très différentes de Game of Thrones initial. Et en tout cas, clairement, on a vu une évolution entre les deux séries. On a aussi vu une évolution au niveau de tout simplement la Writers' Room, donc l'équipe de scénaristes, puisque maintenant, on a des femmes qui écrivent. Et c'est quand même tant mieux. Les femmes savent écrire, quelle surprise. Et oui. Et je pense qu'on peut aussi parler d'attente, parce que bientôt, on aura une 3e nouvelle série qui s'appelle Dunk et l'œuf. Et en fait, dans la nouvelle qui va être adaptée, il n'y a pas de femmes. Donc, on est aussi ultra curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de Dunk et l'œuf. Et normalement, ils vont rajouter des femmes, mais on ne sait pas comment. Donc, on a aussi des attentes là-dessus. Voilà. Surprise. Donc, très rapidement, parce que je vois qu'on arrive presque au bout de notre temps imparti. Sur Harry Potter, je ne vais pas trop parler des films, juste pour signaler que Hermione, puisque j'ai beaucoup parlé d'Hermione, c'était quand même le personnage préféré du scénariste Steve Kloves, et ça se sent dans la manière dont elle est mise en avant, et aussi où certains aspects un peu plus rugueux d'Hermione ont été gommés. Hop, je passe aux Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, je trouve intéressant, donc notamment pour les personnages féminins sont assez variés au niveau de ce qu'ils représentent, etc. Mais c'est vrai qu'on a peu parlé des représentations de la masculinité, des normes de genre masculine dedans. Moi, je trouve que c'est très intéressant dans les Animaux Fantastiques, avec un héros comme Norbert Dragono, Newt Scamander, qui vraiment va à l'encontre de ce qu'on attend d'un héros masculin dans un film d'action, entre guillemets. C'est un héros pouf souffle, et donc c'est vraiment, c'était un choix qui est, je trouve, encore rare, d'avoir des personnages masculins principaux avec le caractère et qui ressemblent à Newt. Pour ce qui est de ce qu'on attend, la série, choix de réadapter Harry Potter, la saga, choix discutable, on aurait préféré peut-être autre chose pour étendre l'univers. Donc on se questionne beaucoup sur comment réadapter. Waouh, je suis mutée. Comment réadapter Harry Potter une vingtaine. Mais du coup, ça m'a fait perdre le fil. Les questions qui se posent, ils nous l'ont annoncé comme étant plus fidèle au livre. Donc, est-ce qu'on va avoir une Hermione effectivement un peu plus avec un peu plus d'aspérité ou pas, et avec des choses coupées, avec peut-être des personnages féminins qui vont avoir un peu plus de place, comme moi je parlais de Ginny, qui est quand même très 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 réduite dans les films. Donc est-ce qu'on va avoir une autre Ginny plus proche des livres, ou qui va même aller encore plus loin que les livres dans la série? Je parlais du fait qu'il n'y a rien de queer explicitement dans les livres, mais par contre dans les Animaux Fantastiques, la sexualité de Dumbledore est explicite, sa romance avec Grindelwald est explicite, donc on peut se poser la question aussi au niveau de cette queerness de l'univers Harry Potter. Est-ce qu'on va l'avoir dans la série ou pas, ou est-ce qu'ils vont considérer que si on retourne sur la fidélité au livre, on la réefface à nouveau?
c'est des questions ouvertes, on ne sait pas, on wait and see. Et venez en discuter avec la Gazette quand ça arrivera. On va devoir s'arrêter là parce qu'on est déjà un petit peu en retard sur le timing. Merci d'avoir assisté à cette table ronde. On n'a pas de temps pour des questions, mais n'hésitez pas à venir. On a nos stands juste derrière le Magic Deluxe. Donc si vous voulez poursuivre les discussions avec les différentes associations, n'hésitez pas, c'est l'occasion.